à qui revient l'honneur de traiter un sujet complexe, mais ça va être fait en 40 minutes, la prise en charge des lymphomes de Hodgkin en rechute ou réfractaire. Bonsoir à tous. Donc, je remercie Olivier et Luc d'avoir gardé le meilleur pour la fin. J'espère que vous n'avez pas la tête trop pleine, parce que c'est vrai que c'est assez dense, hein, le thème des rechutes. Peut-être que dans quelques années, j'aurai plus ma place ici avec toutes les nouvelles drogues en première ligne. Il y aura peut-être de moins en moins de rechutes. Mais pour le moment, je garde ma place et je vais vous présenter du coup plusieurs sujets. Donc, on va commencer par un cas clinique. Donc, c'était le cas d'une jeune femme de 25 ans avec un lymphome de Hodgkin localisé bulky médiastinal qui a été traité selon la HL 2011. Donc, vous voyez, elle a eu 2 bicopes escaladés, elle était en rémission complète sur le TEP à 2 cycles, elle a été désescaladée. Et vous voyez que sur le TEP de fin de traitement réapparaissait une fixation. Malheureusement, elle a eu une insuffisance cardiaque post-anthracycline. Donc, elle avait été biopsiée, c'était toujours du lymphome de Hodgkin classique. Et donc, elle a été éligible pour une intensification thérapeutique avec autogreffe après une chimiothérapie de rattrapage. Et donc, elle était en rémission complète. Malheureusement, sous traitement d'entretien, on va voir un peu les indications. Elle a rechuté et elle a été mise en rémission complète et probablement guérie par une association d'anti-PD-1 radiothérapie. Donc, le schéma thérapeutique sur lequel se basait ce cas clinique, vous voyez, pour des patients qui sont éligibles à l'intensification thérapeutique, retenez la base et puis on va complexifier un petit peu ce schéma. C'est un traitement de rattrapage suivi d'une évaluation par PET scan. Si le patient est en rémission complète, on lui propose une intensification thérapeutique qui est un BIM suivi d'une réinjection de cellules souches périphériques et puis un traitement d'entretien. Alors, les questions qu'on va aborder, tout d'abord, c'est la fréquence des patients qui rechutent et leur pronostic. Sur le plan initial de la rechute, savoir si on biopsie tous les patients. Je ne l'aborderai pas parce que vraiment, je n'ai pas le temps, mais il ne faudra pas oublier la prise en charge de la fertilité si elle n'a pas été faite en première ligne. C'est quand même ultra important. Et puis, dans le traitement de rattrapage, comment les nouvelles drogues ont trouvé leur place, quel est l'impact du TEP et comment le TEP en rechute a modifié le pronostic des patients. On verra aussi la place de la radiothérapie. Le traitement d'entretien, est-ce que c'est toutes les nouvelles drogues? Et puis, quel est le suivi des patients? On abordera également les rechutes pour les patients qui sont non éligibles à une autogreffe. Donc, les patients qui rechutent, juste quelques définitions pour qu'on soit tous d'accord des termes que l'on va employer. Donc, un patient qui est réfractaire primaire, c'est un patient qui rechute sous traitement de première ligne ou dans les 3 mois après la fin du traitement de première ligne. Une rechute, elle est qualifiée de précoce si le patient rechute dans l'année qui suit la fin du traitement. Et puis, on détermine aussi, on définit si la rechute est localisée, disséminée ou avec une atteinte extranodale. Donc, la prévalence des rechutes, c'est 10 à 25% des lymphomes de Hodgkin. Pour les localiser, c'est 10 à 15% des patients et pour les stades avancés, plutôt 20 à 30%. Alors, on va aborder le sujet de la biopsie. Donc, la biopsie, elle est indiquée pour prouver la rechute. Ça, il faut que vous le gardiez en tête parce que des fois, on peut retrouver à la rechute des lymphomes un peu composites qui modifieront la stratégie thérapeutique du patient. Alors, elle peut se discuter et n'est pas forcément obligatoire si jamais c'est le même territoire qu'au diagnostic. Alors ça, c'est une revue de la littérature qui a été publiée en 2022 où vous voyez en fait, c'est le taux de rechute, la proportion de patients qui rechutent ou qui sont réfractaires sur le diagramme du bas après une première ligne. Et vous voyez que c'est à peu près ces taux-là. C'est que des études qui ont comporté plus de 500 patients. Donc vous voyez, c'est autour de 15 à 20% des patients et la fréquence augmente quand on augmente le nombre de lignes. Alors, le pronostic des patients, alors je vous ai mis là une courbe du pronostic des patients comme le cas clinique qu'on a vu de patients qui étaient éligibles à l'autogreffe, qui est la courbe de l'essai Aethera, qui est associée en post-autogreffe un traitement d'entretien, on va en reparler plus tard, mais c'était pour vous montrer un peu la courbe de PFS. Et la courbe de PFS qu'on peut obtenir, elle est là avec une PFS autour de 60% avec le traitement qu'on a vu sur notre schéma thérapeutique. Je ne vous ai pas mis la courbe des patients non éligibles à l'autogreffe parce qu'on le verra dans la deuxième partie.
Alors, le pronostic, c'est dans le cas où les patients avaient un traitement de rattrapage, ici avec des nouvelles drogues, ce qu'on va voir dans les protocoles de rattrapage, maintenant, il y a les nouvelles drogues, notamment le brentuximab vedotin. Et là, c'était brentuximab vedotin associé au DHAX, l'essai brève. Et vous voyez que quand il y a les nouvelles drogues dans le traitement de rattrapage, on augmente la PFS des patients, là qui était de 75% sur la courbe de gauche. Et puis, je vous ai mis aussi la courbe de cet essai-là qui était intéressante, où vous voyez que les patients réfractaires sont de moins bons pronostics que les patients qui sont en rechute. Alors, qui est éligible à l'autogreffe? Donc, les indications, c'est les patients qui sont réfractaires primaires, les patients en rechute précoce et ou disséminés, et il n'y a pas d'indication pour les rechutes localisées et supérieures à 1 an. On peut donner des limites d'âge pour l'autogreffe, mais c'est toujours un peu difficile parce que c'est selon l'âge physiologique. Donc, il y a des patients à 60 ans qu'on va trouver qui sont éligibles à l'autogreffe, 65 ans, et d'autres qu'on ne va pas orienter vers une intensification thérapeutique. Ça dépend aussi des comorbidités. Et un dernier point très important, il faut que la maladie soit chimiosensible. Donc, le schéma thérapeutique pour les patients éligibles à l'autogreffe, donc on reprend le schéma du cas clinique et on va voir en quoi les nouvelles drogues ont un impact dans le traitement de rattrapage. Que fait-on du résultat du PET scan d'évaluation après 2 cycles et la place de la radiothérapie? Je vous ai mis en photo là une patiente qui a eu tout ce schéma thérapeutique qui malheureusement avait rechuté sous entretien. Ce n'est pas la patiente du premier cas clinique, mais cette patiente, elle a été allogreffée. Je ne parlerai pas de l'allogreffe parce que je n'ai pas le temps non plus. Je vous dirai juste à quel moment on peut en parler. Mais j'espère que c'est la dernière patiente que j'aurai allogreffée ou pour laquelle j'aurai posé l'indication. Donc, ça, c'est une diapositive importante parce que vous allez voir que dans les années qui viennent, on va peut-être remettre en cause l'autogreffe pour les patients en rechute ou réfractaire. Donc, je voulais vous montrer sur quelle étude l'autogreffe avait été adoptée. Et donc, ça, c'est l'étude qui a été publiée dans le Lancet, vous voyez, en 2002, qui avait comparé le Dexabim à une intensification thérapeutique BIM-autogreffe. Et vous voyez un avantage en PFS de l'autogreffe. Donc, c'est sur ces résultats-là, il y a une deuxième étude allemande qui a validé aussi cette attitude. Et vous voyez que c'est sur ce papier-là qu'on a validé l'autogreffe dans les Hodgkin en rechute ou réfractaire. Mais il n'y a pas de différence en survie globale. Et donc, pour amener le patient à l'autogreffe, on a dit qu'il faut que la maladie elle soit chimiosensible. Et pour ça, donc, on fait un traitement de rattrapage. Et pour que la maladie, pourquoi la maladie chimiosensible, c'est un point capital de la prise en charge, parce que le PET scan en pré-greffe impacte la survie du patient. Et donc, vous voyez, ça, c'était sur une étude qui évaluait le PET scan pré-greffe. Et vous voyez que les patients qui sont en rémission complète ont une meilleure PFS que les patients qui ont un PET scan qui reste positif. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut obtenir la rémission complète pré-greffe. Donc, je pense que vous avez vu ça ce matin, c'est les patients qui sont en double score 1, 2 ou 3. Et l'autre impact de l'évaluation précoce par le PET scan, c'est que lorsqu'on fait le PET scan après 2 cycles de rattrapage, si le patient n'est pas en Deauville score 1, 2 ou 3, il y a une indication à faire une deuxième ligne de chimiothérapie de rattrapage pour améliorer le pronostic des patients. Parce que vous voyez sur cette courbe, c'est des patients qui n'étaient pas en rémission complète après l'ICE, qui ont été rattrapés avec du GVD. Et s'ils sont en rémission complète après GVD et qu'on obtient un PET scan négatif, ils rattrapent la survie des patients qui étaient en rémission complète après une seule ligne de rattrapage. Donc retenez bien ça, il ne faut pas aller à l'autogreffe si le patient n'est pas en rémission complète sur le PET scan à 2 cycles. Ce qui nous permet d'améliorer les résultats du PET scan pré-greffe, c'est les nouvelles drogues. Donc, dans les nouvelles drogues, il y en a 2 qui ont révolutionné la prise en charge des 10 dernières années. Donc, il y a le brentuximab vedotin. Peut-être vous avez déjà vu cette diapositive. Donc, le brentuximab vedotin, c'est un anticorps anti-CD30 couplé à un inhibiteur du poison du fuseau, la monométhyloristatine, et qui va entraîner l'apoptose des cellules tumorales de cette manière. Alors, le brentuximab vedotin, la dose, c'est 1,8 mg/kg toutes les 3 semaines. Et l'AMM,
qui est sorti en 2012, c'était pour les patients en rechute en 3e ligne thérapeutique. Donc, on est d'accord quand je dis les nombres de lignes, c'est qu'on a compté la première ligne de traitement. Donc, 3e ligne de thérapeutique, ça voulait dire qu'on avait déjà fait une ligne de rattrapage sans le brentuximab vedotin. Et si le patient n'était pas en rémission complète, on avait le droit d'introduire le brentuximab vedotin. Très rapidement, vu l'efficacité du brentuximab vedotin, on a tous utilisé le brentuximab vedotin en 2e ligne de rattrapage, même si ça n'avait pas l'AMM. Et donc, il y a une RTU en 2020 qui a été publiée, qui nous a autorisé, mais 5 ans après qu'on l'a tous fait dans nos centres, le brentuximab vedotin en 2e ligne de traitement, soit en 1re ligne de rattrapage. Pour les anti-PD-1, je vous ai mis le pembrolizumab. Donc, c'est 200 mg toutes les 3 semaines. Et l'AMM, c'est en échec de 2 lignes de traitement. Donc, de fait, ça veut dire que c'est en échec après brentuximab vedotin, puisqu'on utilise le brentuximab vedotin en 2e ligne de traitement. Je ne vous ai pas mis le nivolumab, parce que le nivolumab, c'est en échec post-autogreffe et post-BV. On en parlera un peu plus tard. Donc, fort de l'efficacité de ces nouvelles drogues, vous avez là tous les traitements de rattrapage qu'on peut faire. Donc, la première partie supérieure du tableau, c'est les traitements de rattrapage sans les nouvelles drogues. Et il faut retenir qu'il n'y avait pas d'évaluation de TEP dans ces protocoles de rattrapage. Donc, vous voyez, entre parenthèses, c'est le taux de rémission complète. Donc, avec ces protocoles-là, on obtient autour de 30% de rémission complète, hein, même si ce n'était pas évalué par le TEP, c'était des évaluations scanographiques. Le seul protocole de rattrapage sans nouvelle drogue qui a des taux de réponse complète qui sont compétitifs avec l'association avec des nouvelles drogues, c'est le BGEV, bendamustine, gemcitabine, vinorelbine. Vous voyez qu'il y a 75% de rémission complète. Donc ça, c'est quand même à retenir et à mettre dans un coin de votre tête. Et puis, pour les protocoles de rattrapage qui associent soit le brentuximab vedotin ou les anti-PD-1, vous voyez qu'on obtient 80% de rémission complète. Donc, il y a vraiment eu une amélioration avec les nouvelles drogues. Et de façon assez exceptionnelle, c'est les taux de réponse d'un protocole de rattrapage qui s'appelle le pembrolizumab associé au GVD. Et vous voyez que le taux de réponse complète flirte avec les 98%. Donc, on était très content d'associer le brentuximab vedotin avec nos chimiothérapies, mais on est encore plus content de pouvoir peut-être bientôt associer les anti-PD-1 à la chimiothérapie. Et je pense qu'il y en a déjà qui le font dans leur centre. Donc, on a autogreffé le patient et la place de la radiothérapie, quelle est-elle ? Alors, la radiothérapie, on la garde plutôt en post-autogreffe pour limiter la toxicité. Souvent, quand on fait la radiothérapie avant l'intensification, il peut y avoir plus de complications, notamment muqueuses ou infectieuses pendant l'aplasie de l'autogreffe. Et donc là, c'est le papier qui illustre l'avantage en PFS d'une radiothérapie effectuée en post-autogreffe pour les patients. Alors, les indications de la radiothérapie, dans ce papier-là, c'est pour les patients qui ont une masse bulky à la rechute, qui présentent des symptômes B, les patients qui sont en réponse partielle sur le TEP pré-greffe et les patients réfractaires primaires. Donc ça, c'est des décisions qu'on prend en RCP, qu'on discute, savoir si on va rajouter de la radiothérapie en post-autogreffe, surtout si le patient n'en a pas eu en première ligne. Alors, on a rajouté de la radiothérapie en post-greffe et puis on s'est dit peut-être qu'on peut faire un entretien post-autogreffe. Donc ça, c'est un concept qui était plutôt récent et qui se base sur le fait que le pronostic d'une rechute post-autogreffe est catastrophique, avec une survie médiane de 2 ans et que l'allogreffe avait sa place pour les patients qui étaient en rechute post-autogreffe, puisque là, la dernière courbe vous montre un avantage de l'allogreffe par rapport à un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie pour les rechutes post-autogreffe. Donc, sur ces données-là, a été conceptualisé l'essai AETERA, qui se posait la question de rajouter de l'entretien par brentuximab vedotin en post-autogreffe. C'est un essai randomisé de phase 3, plus de 300 patients, et qui a montré un avantage avec
une diminution de plus de 20% du risque de rechute post-autogreffe quand on fait un entretien par brentuximab vedotin. Alors, le traitement est plutôt bien toléré. Il peut y avoir des neuropathies sensitives et voire motrices auxquelles il faut prêter attention et diminuer les doses si jamais il y a des symptômes de neuropathie. Mais il n'y a pas de différence en survie. Donc, le brentuximab vedotin en entretien, les indications, c'est pour les patients qui sont réfractaires primaires ou qui ont une rechute précoce ou une atteinte extranodale. C'était les critères d'inclusion de l'essai HETERA. C'est pour ça qu'on garde ces indications-là. Après, ils ont fait d'autres analyses de sous-groupes. Ils ont montré aussi que les patients qui avaient des symptômes B à la rechute, si c'était associé à d'autres facteurs de risque, il y avait une indication à faire de l'entretien. Des patients qui ont eu plusieurs lignes de rattrapage avant la greffe ont une indication à l'entretien. Et les patients qui ne sont pas en rémission complète pré-greffe. Je suis passée assez vite sur le design de l'essai HETERA, mais il faut savoir que l'essai HETERA, il n'y avait pas de nouvelle drogue en pré-greffe. C'était l'essai qui est arrivé. La nouvelle drogue, elle était mise qu'en post-autogreffe et que nous, à ce moment-là, on faisait déjà des chimiothérapies de rattrapage avec le brentuximab vedotin en pré-greffe. Donc, on s'était posé la question de monter une étude. Ça a été une étude de vie réelle Amaryllis qui a été publiée dans Hematologica avec le soutien en fait du LISA et du LISARC. Et on avait repris tous les patients autogreffés en France entre 2002 et 2007. Et on avait regardé ceux qui avaient été autogreffés pour un Hodgkin et ceux qui avaient reçu du brentuximab vedotin en entretien. Et il y avait 115 patients. Donc l'étude, elle porte sur 115 patients. Là, ce qui est important dans ce tableau, c'est juste les deux dernières où vous voyez que dans cette étude, 80%, plus de 80% des patients ont reçu du brentuximab vedotin en pré-greffe, ce qui est différent de l'étude HETERA où ils n'en avaient pas reçu. Et un des points, un des atouts de cette étude, c'est aussi qu'on a fait une relecture centralisée des PET scans avec Anne-Ségolène Cotreau, que vous avez vu ce matin, et Salim Kanoun de Toulouse, et qu'en fait, on a pu avoir une relecture centralisée qui a montré que dans cette étude, 75% des patients, et 82%, pardon, plus de 80% des patients étaient en rémission complète pré-greffe. Donc, ça correspond aux résultats que je vous ai montrés des chimiothérapies de rattrapage qui est évalué par PET scan où on avait dit on augmente de 30% de rémission complète sans les nouvelles drogues à 80% de rémission complète avec les nouvelles drogues. Bon, on va passer parce que elle ne sort pas, mes courbes ne sortent pas. Ah si, voilà. Donc là, c'est pour vous montrer rapidement l'impact du brentuximab vedotin, c'est les carrés verts. Et vous voyez que quand les patients ont reçu le brentuximab vedotin en deuxième ligne de traitement, on a obtenu 85% de rémission complète. Et même quand ils l'ont reçu en troisième ligne de traitement, 80% de rémission complète. Donc, de l'essai Amaryllis, vous avez vu que donc on utilise, en utilisant le brentuximab vedotin en pré-greffe et en post-greffe, on a des. En fait, je suis désolée, mais en fait, la diapo précédente, c'était les courbes de survie, c'est pour ça que j'étais perdue. Mais on a obtenu une PFS sur cette étude de vie réelle de plus de 75% à 2 ans. Donc, c'est à peu près ça qu'il faut retenir, ce qui se passe dans la vie de tous les jours quand vous avez un patient en rechute avec un lymphome de Hodgkin. C'est à peu près ça les chiffres que vous devez avoir en tête. Et comment on peut améliorer ces résultats? Donc, il y a eu un essai avec le pembrolizumab en entretien post-greffe. C'est 8 injections toutes les 3 semaines. Et vous voyez que la PFS est presque, en tout cas en chiffres, est excellente. Il y a un essai randomisé en cours, pembrolizumab versus brentuximab vedotin en entretien post-greffe. Et quand on associe les deux, donc ça c'est un essai qui associe brentuximab vedotin et pembrolizumab en entretien post-greffe, vous voyez qu'il y a plus de 90% de PFS. Donc on a vraiment l'impression que chaque nouvelle drogue qu'on a introduite a amélioré le pronostic des patients. Pour le moment, on n'a pas l'autorisation de faire ce que vous voyez là sur la courbe. Alors, on va revenir un peu en arrière et faire un peu d'histoire parce que bientôt, on va établir des nouvelles recommandations pour ces patients.
Alors ça, vous écoutez juste, il n'y a pas besoin de prendre de notes parce que vous verrez que la prise en charge, elle s'est simplifiée. Donc, il y avait des facteurs pronostiques qu'on avait repris, publiés il y a plus de 10 ans. Et on avait établi que les patients qui étaient à très haut risque de rechute, les patients qui avaient le plus mauvais pronostic, c'était les patients qui étaient réfractaires primaires ou en rechute précoce et disséminée. Les patients qui étaient de risque intermédiaire, c'était rechute précoce ou disséminée. Et puis, les patients qui avaient un risque standard, c'était les patients qui rechutaient plus d'1 an et qui étaient avec une maladie localisée à la rechute. Et vous voyez, ça, c'est très compliqué, mais c'est ce qui nous a tenus en haleine pendant presque 10 ans et ce que tout le monde a suivi pendant presque 10 ans. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les patients qui étaient à très haut risque de rechute, on proposait une double intensification thérapeutique. Ça peut être double autogreffe ou auto-mini-allogreffe. Pour les patients qui étaient en rechute précoce ou disséminée, c'est à peu près l'attitude qu'on a actuellement, mais il n'y avait pas l'entretien. Et pour les patients en rechute supérieure à 1 an ou localisée, ça n'a pas tellement changé. Et donc, comment on a évalué ces recommandations avec la révolution qui s'est passée sur les 10 dernières années avec le PET scan et les nouvelles drogues? Et donc, on s'est posé la question de savoir est-ce que vraiment il faut encore proposer la double greffe aux patients, qui était le tandem et qui était quelque chose de toxique pour les patients. Je ne vous montrerai pas les résultats de la toxicité, mais voilà, c'était des patients qui étaient à risque de faire des seconds cancers avec deux intensifications thérapeutiques. C'était très lourd. Et donc, on a fait une étude statistique pour évaluer cette attitude-là en utilisant les données d'une étude qui s'appelait HR 2009, où il y avait la double intensification, et les données de l'étude Amaryllis, qui était une autre étude de vie réelle. Une autre étude de vie réelle dont je vous ai présenté les résultats un peu plus tôt. Donc, on avait 115 patients dans Amaryllis et 120 patients HR 2009. Et les hauts risques, ceux qui étaient vraiment les plus graves, on avait 68 patients dans Amaryllis et 73 patients dans l'HR 2009. De mes diapos qui ont sauté. Et donc, en fait, les résultats de cette étude, qui viennent juste d'être publiés là, début mai, montrent que il n'y a plus besoin de faire de tandem et qu'il y a pas de différence de PFS entre le tandem et l'autogreffe plus l'entretien, mais une différence en survie globale qui nous faisait expliquer qu'en fait, cette différence en survie globale était liée à la toxicité de la procédure de tandem. Donc maintenant, on ne fait plus de tandem en France. Et donc, les recommandations vont tourner autour de ce schéma qui est assez simple finalement. Donc, pour les patients réfractaires primaires, les patients en rechute précoce et disséminée, et les patients en rechute précoce et les patients en rechute disséminée, on a tout rassemblé dans le même groupe. Et donc, c'est un traitement de rattrapage par immunochimiothérapie. On fait un PET scan à 2 cycles. Si les patients sont en rémission complète, on rajoute ou pas 1, voire 2 cycles. On réévalue par PET scan, ils vont à l'autogreffe, ils ont de la radiothérapie s'ils sont éligibles, et puis un entretien par brentuximab vedotin. L'entretien associant brentuximab vedotin anti-PD-1, ça n'a pas la MM. Et puis pour les patients en rechute à plus d'1 an et qui sont en rechute localisée, l'attitude n'est pas modifiée. La seule chose, c'est que si jamais ils ne sont pas en PET scan en rémission complète à 2 cycles, ils rattrapent le pronostic des patients plus graves et donc on les traite de la même façon. Donc les questions pour l'avenir, c'est finalement, est-ce que tous ces patients, quand vous avez vu tous les résultats, notamment avec l'introduction des anti-PD-1, c'est est-ce que finalement tous ces patients, ils ont encore besoin d'une intensification pour guérir? Donc ça, c'est une vraie question. Et il y a un essai d'Alison Moskowitz en cours aux États-Unis où elle le fait comme traitement de rattrapage pembrolizumab GVD, et puis après un entretien et sans faire d'autogreffe. Et les résultats semblent en tout cas prometteurs. Et l'autre chose, c'est ce qu'on va discuter dans des futurs essais, c'est finalement quel entretien va avoir un intérêt maintenant que les patients vont pouvoir être éligibles déjà en traitement de rattrapage au brentuximab vedotin, voire aux anti-PD-1, et probablement peut-être que certains en auront déjà eu en première ligne. Donc ça va rebrasser toutes ces données. Et je ne sais pas si ce que je vous dis là aujourd'hui, qui est bien validé sur des essais publiés, sera encore valable
avec les changements qu'on attend sur les premières lignes. Je vais terminer par les sujets non éligibles à l'autogreffe ou en rechute post-greffe. Donc, les protocoles de rattrapage, ils sont basés sur les nouvelles drogues. Donc, vous avez ici sur ce tableau les résultats de différents essais avec le taux de réponse complète qui est variable, mais autour de 20-30% pour ces nouvelles drogues. Et là, je vous ai mis l'essai du brentuximab vedotin en rechute, donc chez des patients qui n'en avaient pas reçu avant, des patients qui étaient en rechute et qui ont reçu du brentuximab vedotin. Et vous voyez que les résultats, ils ne sont pas excellents, où il y a une PFS à peine de 20%. Il faut savoir que dans cette étude, sur le suivi à long terme, ils ont mis en évidence qu'il y avait 10% seulement des patients qui pouvaient être guéris par le brentuximab vedotin en monothérapie. En monothérapie, le brentuximab vedotin, c'est autour de 25% de rémission complète, 70% de réponse globale chez des patients qui n'ont jamais été exposés au brentuximab vedotin. Donc, vous voyez qu'il y avait de la place, notamment pour les anti-PD-1. Donc, ça, c'est les 2 publications de l'essai de phase 1 que je passe pour vous montrer les résultats des essais de phase 2 avec le nivolumab et le pembrolizumab. Donc, retenez que le temps de médian de réponse, il est assez rapide, de 2 mois, avec une durée de réponse de 16 mois. Et ces 2 essais, ils ont été construits à peu près de la même façon avec plusieurs cohortes, puisque ça correspondait un peu à la réalité, avec des patients qui n'avaient jamais reçu du brentuximab vedotin, des patients qui avaient reçu du brentuximab vedotin avant ou après l'autogreffe. Mais vous voyez que globalement, le taux de réponse globale est autour de 70%, avec ce que je vous avais déjà dit pour les essais de phase 1 ou antérieurement, c'est à peu près 20% de rémission complète. On retrouve les mêmes résultats avec le pembrolizumab. Et ce qui a abouti aux indications d'AMM des anti-PD-1, donc le nivolumab, c'est en rechute post-autogreffe post-BV, c'est un traitement qui se donne toutes les 2 semaines. Et le pembrolizumab a une indication plus large. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a déjà des essais, dont je vous ai montré les résultats dans les traitements de rattrapage. Et donc pour les patients qui sont en échec, après 3 lignes de... je me suis trompée, c'est en échec après 2 lignes de traitement, excusez-moi. Et donc là, quand on associe brentuximab vedotin et un anti-PD-1 qui est le nivolumab pour ces patients, vous voyez que c'est la courbe bleue. Vous voyez qu'on obtient 80% de PFS à 2 ans, ce qui est un excellent résultat pour ces patients en rechute. Donc, les autres options thérapeutiques, et ça, il faut les garder en tête parce qu'il y a des patients qui ont déjà reçu les nouvelles drogues, peut-être en première ligne. Donc, les autres options thérapeutiques qu'on peut discuter, c'est des associations des nouvelles drogues avec des chimiothérapies classiques, BV madamustine ou BV dacarbazine, ou chez des patients qui ont déjà reçu les nouvelles drogues, il y a la gemcitabine, la vinorelbine ou des anthracyclines. Le lénalidomide peut parfois aussi avoir un intérêt. Et puis, il y a toujours de la radiothérapie chez des patients qui n'en auraient pas eu antérieurement. Concernant l'allogreffe pour les patients éligibles, sa place reste encore présente, mais à définir par rapport à l'efficacité des anti-PD-1. Et puis, les carticelles, il y a quelques données qui commencent à être... qui sont publiées, mais dont je n'ai pas le temps de vous parler là aujourd'hui. Et je vais terminer avec le suivi. J'aurais pu rajouter quelques diapos finalement pour le suivi. C'est que ces patients, il faut garder en tête qu'une fois qu'on les a guéris de leur lymphome de Hodgkin, il faut continuer à les suivre parce qu'ils sont à risque de second cancer. Et souvent, comme c'est des patients qui sont jeunes, on vous a dit 2 pics de fréquence dans un premier pic à 20-30 ans, c'est des patients qu'il faut continuer à suivre parce que le risque de second cancer augmente avec le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention et je prends vos questions. Merci Bénédicte.
un sujet difficile et surtout qui est surtout mouvant, parce que je veux dire, ça change, je dirais que ça a changé de mois en mois, là, vraisemblablement. Est-ce que vous avez des questions pour Bénédicte? Oui. Je répète juste la question, c'est quel est comment placer l'allogreffe chez un patient qui serait traité par anti-PD-1? Est-ce qu'il y a une période de washout à observer avant l'allogreffe? Donc, après anti-PD-1, c'est vrai que le risque de GVH il est augmenté, mais il n'y a pas de délai en fait, parce que c'est des patients qui restent quand même très graves. Et donc, dès qu'on obtient la réponse, dans l'idéal, une réponse complète, on arrête les anti-PD-1 pour aller à l'allogreffe. C'est le temps d'organiser l'allogreffe. Mais souvent, on peut quand même avoir une réponse assez rapidement. Patient, moi, que j'ai allogreffé les derniers, quand il y avait l'indication d'allogreffe, parce qu'on ne savait pas encore si on pouvait être guéri par des anti-PD-1 seuls ou par anti-PD-1 et radiothérapie, c'est des patients qui allaient à l'allogreffe au bout de 2 mois d'anti-PD-1, mais pas beaucoup plus. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu l'exemple du premier cas clinique que je vous ai montré. Hein. La patiente là, qui avait rejeté son entretien, qui a eu anti-PD-1 radiothérapie, au début, quand elle a rejeté son entretien, je lui ai dit il faut vous typer la fratrie, parce que probablement, il y aura une indication d'allogreffe. Et donc, on a suivi les différents congrès, les différentes publications, et au fur et à mesure, comme elle répondait bien aux anti-PD-1, on avait pu lui faire de la radiothérapie, parce que finalement, elle avait corrigé son insuffisance cardiaque sous IEC. Donc, elle avait eu de la radiothérapie et puis après des anti-PD-1, peut-être juste en consolidation en entretien, parce que la radiothérapie, peut-être c'est ça qui l'a guérie. Mais en tout cas, plus on avançait dans le temps, moins on retenait l'indication d'allogreffe. Et finalement, là, elle est guérie, puisqu'elle est à 3 ans de la fin du traitement sans rechute, elle est guérie sans allogreffe. Donc, la question, c'était est-ce qu'on fait encore des allogreffes? En tout cas, voilà. J'espère que le cas vous a convaincu. Mais notez bien quand même que du coup, on peut associer la radiothérapie tout en maintenant, et c'est ce qui avait été fait, tout en maintenant le traitement par anti-PD-1. Je rajouterais même plus, c'est que on peut essayer de jouer sur l'effet abscopal, mais c'est des techniques particulières, parce qu'il faut délivrer des grosses doses pour libérer des antigènes tumoraux. Donc, il faut faire au moins 5 grès par fraction, voire plus, 8. Alors après, ça dépend de la situation du ganglion, et de temps en temps, on a une bonne surprise. Un autre élément, c'est que aussi, on a un certain nombre de patients qu'on arrive à maintenir qui perdent leur réponse aux anti-PD1, et on réintroduit des drogues, souvent des drogues, je dirais, de bas de gamme, type Velbé, type procarbazine, type déticène, auxquels ils ont déjà été exposés, mais auxquels ils étaient réfractaires. Et on va de nouveau obtenir une chimiosensibilisation par la pré-exposition aux anti-PD1 et retrouver une réponse qui en général n'a pas une durée illimitée, mais ce qui permet éventuellement d'avoir des patients qui sont sans maladie et surtout ceux qui ont, par exemple, des signes généraux associés à la maladie, où c'est très compliqué. Et donc, peut-être, on a à peu près, il y a une étude rétrospective du LISA qui a été faite, montrant qu'on peut obtenir des réponses chez presque la moitié des patients. Donc, il faut y penser quand on est au bout des traitements qu'on a et qui sont potentiellement curateurs. C'est une excellente question. Les facteurs prédictifs, il y a des études en cours. Parce que là, j'ai enlevé des diapos que j'avais faites il y a quelques temps sur la biologie sous anti-PD-1. On sait que souvent, en fait, au fur et à mesure, il y a une très jolie étude qui avait regardé l'expression de PDL1 et PD1 au diagnostic et à la rechute. Et il y avait alors le PDL1, il est exprimé sur 100% à 100% des cellules tumorales, mais il y avait un enrichissement en lymphocytes T PD1+, ou en macrophages PD1+, qui était la photo au moment de la rechute.
Donc, on a l'impression quand même que les patients qui rechutent et qui répondent aux anti-PD-1, ils ont un axe PDL1, PD1 très activé. Et il y a des études en cours sur les facteurs prédictifs de réponse, mais pour le moment, il n'y en a pas qui sont utilisés en pratique. Mais c'est une très bonne question. Il y a Naciones qui avait fait un papier avec la définition d'un H-score, c'est-à-dire le pourcentage de cellules PDL1 positives avec multiplié par le nombre de cellules. Enfin bon, quelque chose qui est relativement simple à faire puisque ça se fait en tumeur solide par exemple, mais en fait pour l'instant ça passe pas dans la pratique. Hein. On tente. Oui, et puis de toute façon, une fois que tu as utilisé le BV, la chimiothérapie de rattrapage, l'autogreffe, la radiothérapie, il ne te reste plus que les anti-PD-1. Donc, on les met pour le moment, quelle que soit l'histologique. Et puis, il faut savoir dans le Hodgkin, les facteurs, en tout cas du diagnostic, je change de sujet, ce n'est pas les rejecteurs réfractaires, mais les facteurs clinico-biologiques que vous apprenez, qu'on vous a montré là sur toute la journée, que ce soit le score d'Azen-Clever ou les facteurs de l'ORTC ou les facteurs allemands, il y en a. Ce n'est pas des bons marqueurs prédictifs de la survie. C'est pour ça qu'en fait, on utilise plus le PET scan précoce, qu'on va utiliser l'ADN tumoral circulant, parce qu'en fait, ce n'est pas des très bons marqueurs pronostiques. Et c'est vrai que c'est ça qui manque un peu dans le lymphome de Hodgkin. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, les Allemands notamment, mais on n'a pas pour le moment de photos de facteurs prédictifs vraiment qui ont un impact pour la thérapeutique. Là aussi, hein, c'est pareil, il n'y a pas de seuil. Globalement, il y a eu des patients qui ont répondu alors qu'ils n'exprimaient plus le CD30. Bon, voilà, alors c'est sûr que plus on a un niveau d'expression élevé, plus on a des chances que ça marche. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Moi, je ne connais pas de cas où il y a 0% d'expression de CD30. Des fois, tu peux avoir que 5% ou 10%. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de corrélation qui ont été faites. En plus de ça, il y a une expression du CD30 par un certain nombre de cellules du micro-environnement. Donc, bon. En fait, nous ce qu'on fait quand on a ce genre de patient, c'est que on maintient les anti-PD1, on maintient les anti-PD1 et on change de drogue quand on perd la réponse. Voilà. Et donc, il faut essayer, voilà, faut tenter sa chance. Pour que le patient il soit prévenu. Mais, je veux dire, globalement, on n'est pas très stringent sur les critères de réponse. Hein. Ce qu'on veut, c'est que le patient il soit sans manifestation clinique liée à son Hodgkin. Alors, il était censé y avoir parmi vous 2, 3, 4 personnes qui devaient collecter un petit peu les différentes questions aussi que vous n'auriez pas posées. Je ne sais pas si ces personnes sont là ou pas. Au fil de l'eau, alors, d'accord. Donc, OK, parfait. Eh bien, alors, voilà, on est dans les temps. Déjà, merci Bénédicte pour cette présentation. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, on espère que cette journée vous aura apporté son petit lot d'informations sur le lymphome de Hodgkin. J'espère que globalement, les choses sont un peu plus claires, même si vous avez vu que tout n'est pas encore pour autant très clair dans cette maladie, mais que ça reste une maladie passionnante. Merci Olivier d'avoir été là pour co-animer cette belle journée. Merci à vous et bon retour. Ah oui, oui. Si vous l'avez toujours, ouais. Ah oui, super.
bien. Hein. Il y a une belle, un beau panel. Donc, tu nous feras passer les sets de slides. C'est le savoir. Il y en a certains qui se prennent avec le sac Takeda. Luc, j'ai été contacté par Beijing pour faire un espèce de board. Ça, c'est pour tenir à Strasbourg. J'aurais pu faire venir 3 heures à Strasbourg, mais c'est 4 heures. C'est pour ça que je suis en France. C'est pas c'était demandé, parce que je veux dire, après, c'est toujours bien quand c'est chez soi, parce que normalement, c'est plus simple. Parce que j'aurais dit, pour une 3 heures le vendredi après-midi, Strasbourg, moi, ça me paraît très loin. Donc, soit il faut une réunion, ou alors ça peut être effectivement Strasbourg, permettre au moins de se faire partie virtuelle. Sinon, je trouve un endroit à Paris, quoi. Parce que c'est plus central pour tout le monde. Tu n'avais pas eu de demande particulière de ce que pas dans là. Non, non, parce que je me suis encore fait la remarque, tiens, c'est plus français à Strasbourg. Ouais. Non, mais en plus, le gars, je sais pas si il s'appelle Choual, je crois. C'est quasi 4 heures de vacances. Attends, tu n'avais pas de ton côté de